Donc, bonjour a toutes e a tous. Boa tarde, né, a todas e a todos. Eu vou fazer esse comecinho aqui em português para agradecer muito a iniciativa da Lab. Desde o ano passado, né, a Lab tem feito uma série de iniciativas aí para trazer mais conhecimento na nossa área da linguística aplicada. Então, obrigada pelo convite, né, de poder estar aqui. E pela honra de poder entrevistar o professeur Jean-Paul Broncard. Donc, je voudrais vraiment te remercier, Jean-Paul, et dire que c'est un vrai plaisir pour moi de t'interviewer. Je pense que ça va être très enrichissant pour toutes les personnes, et il y en a pas mal, qui travaillent sur l'interactionnisme socio-discursif au Brésil. Alors, Jean-Paul Broncard, comme vous le savez, est psychologue de formation par l'Université de Liège et depuis 1976, il est professeur en didactique des langues à l'Université de Genève. Il est à la retraite depuis 2012, mais on continue d'avoir toujours accès donc, à ses conférences, à ses livres, dont le très connu Activité langagière, texte, discours, pour un interactionnisme socio-discursif. Donc voilà, c'est un plaisir d'être ici pour cet entretien. Et on va commencer par une première question. Donc j'aimerais demander, situer un petit peu ce mouvement, l'interactionnisme socio-discursif, qui s'est constitué dans la dernière décennie du XXe siècle suite à la publication du livre Activité langagière, texte et discours, dont les sous-titres étaient pour un interactionnisme socio-discursif, comme je viens de dire. Et aujourd'hui, ce mouvement, il est de plus en plus solide et vivant. Nous avons dernièrement des colloques tous les 2 ans et des publications fréquentes qui rassemblent des chercheurs de 5 pays principaux, la Suisse, le Portugal, l'Espagne, le Brésil et l'Argentine, mais aussi de France, Belgique et Canada. Et donc, je voudrais te demander, Jean-Paul, comment est-ce que tu vois le développement de l'interactionnisme socio-discursif depuis sa création, d'un point de vue historique et géographique? Merci Eliane, et j'aimerais te retourner aussi cette évaluation, du plaisir que j'ai à discuter avec toi et plus largement d'être en contact avec tous nos collègues brésiliens et éventuellement d'autres encore. Alors, j'insiste et je le répéterai souvent que la constitution même du réseau de l'interactionnisme socio-discursif s'est faite en quelque sorte au Brésil, à la fin, après la publication de la traduction du livre que tu viens d'évoquer au Brésil, et c'est dans les rencontres qui se sont déroulées au Brésil qu'a été en quelque sorte inauguré le réseau de l'interactionnisme socio-discursif en 2006 à São Paulo. Et il y a eu ensuite, comme tu l'as dit, un certain nombre de colloques, 6, et un 7e qui va avoir lieu au mois de juin au Pays Basque espagnol, mais sur les 6 colloques qui se sont déroulés, il y en a 3 qui étaient au Brésil, un en Argentine, un au Portugal et un en Suisse. Alors, quelque part, la situation historique et géographique, elle est de continuer, bien sûr, dans ces pays principaux, les 5 que tu as évoqués tout à l'heure, mais aussi de viser un développement qui va se manifester, je pense, de manière relativement importante dans le prochain symposium de San Sébastien, travailler avec des collègues français, belges et canadiens, et notamment, il y a un certain nombre de thèses qui sont en train de se dérouler dans le cadre de l'interactionnisme socio-discursif dans ces 3 pays, et
comme tu le sais, Eliane, comme d'autres le savent aussi, c'est souvent par le travail de thèse que se développe l'interactionnisme socio-discursif. Alors, l'évolution, elle est donc de ce type-là sur le plan géographique. Cela dit, jusqu'à présent, l'ISD est resté un réseau informel, sans disposition formelle. J'avais essayé de construire un site ISD, mais ce n'est pas tout à fait encore au point, et ce serait quelque chose d'autre que moi qui devrais le faire. Mais un des éléments qui sera discuté lors du colloque de Saint-Sébastien au mois de juin, ce sera l'opportunité éventuelle de formaliser plus la structure de l'ISD, et notamment avec une organisation fêtière et des membres qui s'inscriraient. Je reçois parfois, j'en ai reçu encore dernièrement, des messages venant d'Argentine ou du Chili disant « Nous aimerions nous inscrire à l'ISD, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Mais aujourd'hui, on n'a pas de structure formelle et peut-être, c'est à discuter, parce que jusqu'à présent, on a travaillé de manière, je dirais, essentiellement amicale. On a trouvé des groupes, on a échangé, etc. Et on n'a pas eu besoin de formaliser les choses. Je pense que peut-être ce besoin-là, il va être nécessaire. Il le sera d'autant plus que, et je pense à la situation du Brésil, si je ne me trompe pas, mais aussi d'autres, il y aurait lieu de chercher des moyens d'obtenir des bourses pour les étudiants qui veulent faire des recherches dans le cadre de l'ISD. Moi-même, je m'occupe d'une fondation assez importante financièrement à Genève. Je vois un peu comment ça se passe et je pense que là, essayer de trouver des moyens, de donner des moyens de travail aux personnes qui veulent faire des thèses dans le cadre de l'ISD ou qui veulent faire de la recherche simplement dans ce cadre, c'est un point important. L'autre élément encore, je dirais, mais j'y reviendrai peut-être plus loin, c'est que le livre que tu évoquais tout à l'heure et qui contient un modèle d'analyse des textes discours. Il a été fait sur le français et il porte des caractéristiques particulières de la langue française. Et comme je te l'avais déjà écrit, je pense que je l'ai dit à d'autres, dans le travail que j'aimerais coordonner prochainement, il y a cette idée de reprendre le modèle de l'ISD et de voir quels sont les éléments qui sont des éléments généraux communs et des éléments qui sont particuliers aux langues diverses, qui sont les langues parlées et utilisées par les membres de l'ISD. Donc là, cet investissement dans les bourses et dans des publications de travail commun, c'est peut-être des choses importantes. Voilà. Très bien. Espérons que dans le futur, on aura encore plus d'actions intéressantes en termes de publications, bourses, etc. On peut encore ajouter, oui, juste la question de l'anglais et des publications anglaises, des interactions avec un certain nombre de... Et moi, j'ai eu des contacts avec les descendants de Halliday de la linguistique fonctionnelle, qui sont notamment essentiellement en Australie aujourd'hui avec Martins et Robin Rose, James Martin Rose. Ce sont des contacts qu'il nous faudrait aussi éventuellement développer. Non pas que je tienne absolument à être sur le marché anglophone, mais s'il y a des équipes ou des tendances qui sont parentes, et c'est le cas de la linguistique fonctionnelle avec l'ISD, je pense que ce serait à développer. Voilà. Très bien. Alors, donc, et toi, tu viens de parler donc d'un développement d'un point de vue historique, géographique, et aussi un petit peu, tu as commencé même à toucher un peu la question théorique. Et c'était donc ma prochaine question, la deuxième. Qu'est-ce que tu peux dire du développement de l'ISD d'un point de vue épistémologique, théorique et méthodologique? Alors, c'est une vaste question. Mais d'abord, sur le plan proprement épistémologique ou théorique,
il y a plusieurs choses qu'il est nécessaire de développer dans la mesure où l'angle d'attaque initial de l'ISD a été le texte-discours. Et aujourd'hui, je pense que la nécessité d'articuler l'analyse des textes-discours avec des analyses, notamment d'ordre syntaxique, grammatical au sens strict du terme, est un élément que je pense extrêmement important. C'est déjà en cours dans le groupe particulier de Lisbonne qui s'appelle Grammaire et texte, dans ce que fait Caterina Bulea-Broncard dans un groupe qui s'appelle aussi Grammaire et texte. Donc, il y a à continuer à développer cet aspect des choses sur le plan théorique. Il y a un deuxième élément qui est peut-être épistémologiquement plus important. Comme tu le sais, Eliane, parce que j'en parle parfois, nous avons travaillé avec Ekaterina depuis maintenant, je dis c'est 14 ans, sur la théorie de Saussure, sur la totalité de ce qui existe sur la théorie de Saussure, et je viens d'imprimer les dernières pages du dernier chapitre, donc cet ouvrage est en gros terminé. Et il y a comme élément fondamental dans ce travail tout ce que Saussure apporte sur une conception interactive, dynamique, processuelle du langage, c'est-à-dire véritablement asseoir cette idée que le langage est fondamentalement dynamique et que c'est une dynamique permanente. L'autre élément, c'est sur une des thèses saussuriennes qui a fait en sorte, qui en quelque sorte, il n'a pas publié, il a pris des directions un peu étranges, etc. Mais c'est sur ce que j'appelle, moi, la bifacialité généralisée. Au niveau des mots ou des signes, le caractère bifacial, signifiant, signifié, ne pose pas trop de problèmes. On sait ce que c'est. Mais Saussure avait l'idée que l'ensemble des phénomènes proprement langagiers devaient être traités d'une manière bifaciale, avec un élément signifiant et un élément signifié. Et la question de l'identification de ce rapport bifacial à d'autres niveaux que le niveau des mots, pour dire simplement, est une question, à mes yeux, épistémologique fondamentale sur laquelle nous aurons à travailler, et sur cette dimension de mouvement. Et je pense que dans le contexte global mondial sur les sciences du langage, il y a, comme partout, des développements des neurosciences, des neuroapproches qui sont très centrées sur l'équipement cérébral et ce que ça donne sur le langage. Mais l'équipement cérébral, très souvent, conçu dans une manière proprement statique. Il y a tel équipement et il y a telle chose. Et je pense que si même une partie de ces recherches sont parfaitement légitimes et donnent des résultats intéressants, ce que l'ISD, lui, proposerait, c'est surtout mettre en évidence la dimension dynamique permanente du langage et voir à quel élément de l'organisation physique et psychologique des humains cette dynamique se raccroche, et pas seulement au petit casier du cerveau qui est concerné par cette chose. Et là, ce sont les éléments, je dirais, fondamentaux de ce qui me paraît devoir être fait ultérieurement, en disant aussi qu'on a la chance à Genève d'être très proche du CERN, c'est le Centre européen de recherche nucléaire, où il y a eu un prix Nobel qu'on connaît parce que, bon, on arrive, Nina et moi, nous pouvons fréquenter parfois, celui qui a découvert les exoplanètes. Et on a quelques interactions avec ce milieu. Ce qui est intéressant, c'est que ces gens qui font des études extraordinaires en physique disent « Nous connaissons à peu près 7% de ce que peut constituer la vie de la matière. » Et cette vie de la matière, on ne la maîtrise pas complètement. Alors vous voyez, je n'insiste pas sur cette chose-là, mais c'est pour dire on peut avoir des rapports avec la science fondamentale et aller chercher dans cette science fondamentale des éléments sur la dynamique et la dynamique humaine en général et la mettre en rapport avec la dynamique du langage. Voilà. Je ne sais pas si
j'ai d'autres choses. Je peux passer à une autre dimension. Hein. Il y a lieu, peut-être, dans le travail de l'ISD, aujourd'hui, de retrouver des contacts et des échanges avec les gens qui travaillent sur la problématique du développement psychologique, puisqu'on affirme que le langage joue un rôle important dans le développement psychologique. Les références que moi j'ai utilisées sont un peu anciennes. C'est Piaget, c'est Vygotsky, des gens qui sont nés il y a 125 ans à peu près. Et il y a des courants aujourd'hui de psychologie développementale qu'on connaît mal, avec lesquels on n'a pas beaucoup d'interaction, qui peuvent parfois avoir des positions qui ne sont pas directement les nôtres, mais je pense qu'on a tout intérêt à renouer des contacts avec ce qu'est la psychologie développementale aujourd'hui. Voilà. Je peux encore dire quelques mots sur la méthodologie, puisque dans ta question, tu avais ces éléments-là. On a mentionné l'ouvrage qui est bien Activité langagière, texte et discours, mais nous avions publié antérieurement un ouvrage que je vais montrer, je pense que c'est là. Voilà. Oui, le fonctionnement des discours. Le fonctionnement des discours, qui est la pré-théorie en quelque sorte de l'ISD, dans la mesure où, avec Bernard Schnevely, avec Daniel Bain qui continue à travailler avec nous, et deux autres collègues malheureusement décédés, on avait procédé aux premières analyses techniques des discours, avec notamment, ce qui n'est pas dans activité langagière, des analyses quantitatives extrêmement élaborées, que Daniel Bain, que je viens d'évoquer, avait construites. Et je pense que sur le plan méthodologique, le retour dans des nouvelles études de démarches qui quantifieraient les éléments qu'on identifie serait quelque chose de nécessaire. Pour l'instant, on est très sur du qualitatif, mais passer à du quantitatif serait sans doute nécessaire. Je pourrais ajouter encore une chose, mais bon. Oui, bien sûr. Pourquoi pas. On a travaillé quelque chose qui sans doute serait très important pour les chercheurs comme toi, mais d'autres aussi. Nos travaux ont porté pour l'instant sur la langue maternelle et la problématique des interactions entre langues, de l'enseignement des langues secondes, etc. Pour l'instant, elle n'est pas spécifiquement traitée par l'ISD. L'ISD n'en a rien dit, en quelque sorte. Et je pense qu'à un moment donné, des gens notamment qui sont au cœur de ces problèmes, qui sont confrontés à ces problèmes dans leur travail, pourraient empoigner cette question. Et c'est une très bonne chose que le prochain colloque se déroule à San-Sébastien dans cette situation au moins bilingue basque-espagnole, avec l'accent, la sensibilité particulière qu'ont les personnes qui organisent ce colloque sur la question de l'interlangue, des échanges entre langues, de l'enseignement des langues secondes, etc. Et là, je pense que c'est pas nous ici qui pourrions le faire. Nous ne sommes pas à Genève particulièrement armés. Peut-être Joachim Dons le fait en partie, mais quand même. Et que donc, peut-être des équipes et en Espagne et au Brésil seraient plus aptes que notre équipe locale à dégager construire ce type de recherche. Voilà. Je crois d'autant plus tout ce qui concerne les langues étrangères. Dernièrement, vraiment, les recherches augmentent beaucoup si on pense au niveau de l'internationalisation, les mouvements qu'on vit aujourd'hui. Mais en tout cas, tout ce que tu as évoqué, ça montre vraiment un long chemin à venir, tout un chantier. Voilà. Et donc, pour parler de ce chantier-là et des choses à venir et à des choses qu'on a déjà faites, j'aimerais qu'on parle un petit peu du Brésil. À ton avis, quel est le rôle du Brésil dans le renforcement ou l'expansion de l'ISD? Qu'est-ce que le Brésil apporte ou a apporté à l'interactionnisme sociodiscursif?
bah, pour dire un peu la chose simplement, il a apporté sa naissance d'abord, ce qui n'est pas rien, car même si les travaux qu'on a évoqués ont été construits à Genève, l'idée de l'ISD est née au Brésil. Et notamment, le rôle qui a joué en particulier Ana Raquel Machado, dont tu étais collaboratrice au moins à l'époque, est un rôle extrêmement important dans la constitution de l'ISD. Je pense que sans l'interaction qu'on a eue avec le Brésil, peut-être que le mouvement d'ISD ne serait même pas né. Voilà. Donc, c'est dire l'importance, et je ne dis pas ça parce que je suis en interaction avec une Brésilienne et des Brésiliens qui nous écoutent, c'est la vérité. Maintenant, il y a donc une deuxième chose, la masse critique la plus importante de chercheurs de l'ISD est au Brésil. C'est une deuxième évidence qui fait en sorte qu'il y a une capacité de recherche, notamment sur les questions didactiques, qui est une capacité de recherche extrêmement importante. Et justement, ce que j'évoquais tout à l'heure sur les langues secondes, on voit bien que c'est quelque chose qui se développe déjà, pourrait continuer à se développer fortement au Brésil. J'ajouterai encore deux choses. Donc, alors, je ne veux pas citer tous les collègues historiques depuis 20 ans maintenant d'interaction avec le Brésil, mais il y a quand même une douzaine d'universités qui sont concernées, ce qui n'est pas rien, et ça continue à se développer. Un intérêt supplémentaire de ce qu'apporte, c'est un peu paradoxal, ce qu'apportent les collègues brésiliens à l'ISD, c'est pour beaucoup leur formation extérieure au Brésil. Je m'entends. Beaucoup de collègues ont été formés en France, par exemple, dans les écoles de Culioli, des successeurs de Benveniste, d'autres encore, c'est une chose. D'autre part, beaucoup ont pris des relations avec le groupe de Clos, d'autres sur l'analyse du travail, qui sont indépendants strictement de l'ISD. Et quelque part, un élément intéressant, c'est que depuis le Brésil est mis en rapport avec l'ISD des apports de cadres théoriques franco-français ou d'analyse du travail. Pour les cadres théoriques franco-français, c'est des gens avec lesquels on n'a, nous, pas de collaboration particulière. Par contre, on en a eu toujours avec le groupe de Clos et l'analyse du travail, etc. Et donc, c'est un peu un apport paradoxal du Brésil que d'alimenter l'ISD en recherche franco-française. Voilà. C'est probablement la langue qui rapproche pour les Brésiliens. Des formations de chercheurs brésiliens qui peut-être n'est plus tout à fait d'actualité s'il n'y a plus les possibilités de faire ces formations telles qu'elles étaient faites à l'époque. Notamment, je ne sais pas ce qu'il en est. Oui, probablement. Alors, et donc pour continuer de parler du Brésil, à ton avis, même si ce n'est pas vraiment à toi de le dire, mais à ton avis, de quelle manière est-ce que les études réalisées au Brésil pourraient-elles être renforcées ou approfondies? Écoute, bon, tu as anticipé la première réponse que j'allais te donner, c'est-à-dire les chercheurs brésiliens sont de grandes personnes qui peuvent identifier quels sont les besoins de leur pays beaucoup mieux que je ne peux le faire moi-même. Cela dit, et donc, je ne suis pas en état de répondre par rapport à la situation brésilienne, dont je vois deux, trois choses de l'extérieur, mais que je ne connais pas intimement. Ce qu'il y a à faire, c'est vraiment vous qui pouvez le savoir. Cela dit, je pense, et c'est une continuation de ce que je disais tout à l'heure, qu'un travail spécifique sur le portugais brésilien, j'insiste même sur le portugais brésilien, et l'analyse, et pour ne pas faire dans les travaux de l'emprunt d'un modèle construit sur une autre langue, donc ce travail d'un modèle qui serait totalement adapté
sans traduction au portugais brésilien me paraît important. Et puis, je pense aussi que, alors, quelque part, il y a des propositions théoriques qui sont parfois faites au Brésil et qu'on devrait pouvoir les discuter. Pour l'instant, je sais qu'il y en a qui se font, mais elles restent assez modestes, elles ne devraient pas l'être. Voilà. D'accord. Je pense que l'intérêt de la question, Jean-Paul, c'est d'avoir un regard extérieur. Oui. Même si c'est à nous de prendre des décisions, c'est bien de voir comment quelqu'un qui voit ça d'un autre point de vue voit les choses que nous pouvons encore faire. Voilà. Sur le comment approfondir, si tu veux, ça m'est difficile de me prononcer. Ce que je peux dire, par ailleurs, c'est qu'un élément indirect à ta question, c'est que depuis, je commence à venir au Brésil lors de la soutenance de thèse d'Anna Raquel Machado, donc ça fait 25 ans. Le progrès fait au niveau quand je vois les travaux qui sont présentés ici au colloque et les précédents, sont remarquables. Je veux dire, il y a eu, notamment sur le plan méthodologique et sur le plan de la précision épistémologique, un travail considérable qui a été fait dans le cadre de l'ISD. Je le vois bien à tous les textes, notamment dans ce qui vient d'être publié encore récemment dans la revue, c'était laquelle l'ensemble des publications qui viennent d'être publiées. C'était quelle revue? Je ne sais plus. Réverb, la dernière, Réverb. La dernière. Là, donc, de ce point de vue-là, continuez. D'accord, très bien. Alors, tu parlais tout à l'heure du livre Les fonctionnements des discours, publié en 85. Oui. Et nous savons que ATD a été publié en 97. Depuis cette époque-là, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été modifié dans l'ISD? Et qu'est-ce qu'il reste à faire dans les cadres de l'ISD? Quels sont les domaines, les champs à explorer dans l'avenir? Alors, dans le cadre proprement théorique de l'ISD, peu de choses ont été faites de manière organisée, systématique. Il y a eu un petit regard ici, telle collaboration, telle chose, mais il reste, c'est la première chose à dire, j'en avais déjà parlé avec toi et avec d'autres, la nécessité de reprendre le modèle théorique de l'ISD et de le réexaminer de fond en comble. Qu'est-ce qui tient la route de ce qui a été produit à ce moment-là? Ça fait 25 ans maintenant pour l'écriture initiale du texte, et qu'est-ce qui mérite d'être changé? Et je dis toujours, l'ISD n'est pas une religion, et tout peut être discuté sérieusement, bien entendu, et modifié. Alors, le travail majeur, il a quand même été fait pour nous sur les aspects didactiques. Et ce qui a sans doute évolué le plus nettement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ne pas faire une hypercentration, par exemple sur les genres textuels. Bon, c'est important les genres, Dieu sait si on a mis en évidence cette importance des genres, mais le genre ne supprime pas le texte. C'est-à-dire, il y a une réflexion sur la textualité en tant qu'organisation générale du langage et les variantes de textualité qui sont dépendantes des interactions sociales, etc., et qui définissent les genres. Et cet élément-là, de dire, bon, ok, c'est une chose, mais la syntaxe joue un rôle, et je dirais tout à l'heure, dans les choses qu'il y a à faire, il y a des zones qui ne sont pas explorées. Alors, on a commencé à travailler, je l'ai dit, sur les interactions, sur la redéfinition des rapports entre textualité et organisation phrastique ou syntaxique, avec, dans une des recherches qui se passe à Genève actuellement, un élément intéressant qui est de redéfinir ou de resituer, d'analyser des notions
qui sont spécifiques, qui sont en principe ou traditionnellement spécifiquement syntaxiques, le complément du nom. L'épithète, c'est une chose sur laquelle Ekaterina travaille en particulier dans son groupe. Mais qu'est-ce que ça donne au plan textuel? Et réciproquement, les notions des temps des verbes qui sont traditionnellement, surtout en français, analysées au niveau des textes, qu'est-ce que ça donne au niveau d'une analyse syntaxique ou grammaticale? Et donc, voir comment on peut dépasser ces coupures souvent assez radicales entre ce qui relève de la syntaxe, de la grammaire, et ce qui relève du texte. Et redistribuer les cartes à ce niveau-là et les étudier. Alors, par ailleurs, il y a des aspects qui ne sont pas traités par l'ISD et qui devraient l'être. Alors, on a déjà évoqué la question des langues secondes, de l'interlangue, etc. Il y a aussi le problème, je veux dire, de ce qui est de l'ordre du lexique, parce que si on fait une didactique de la langue, un de nos projets aussi, c'est de dire on fait une didactique de la langue dans tous ses aspects. Donc, on ne sacralise pas ni les genres, ni les textes, ni la syntaxe, mais on voit quels sont les rapports entre tout ça. Donc, si on fait ça, il faut aussi s'adresser à des objets sur lesquels on n'a pour l'instant rien fait, en tout cas, qui sont les éléments lexicaux, de manière à avoir un panel un peu global de l'ensemble des aspects du langage. Et de voir comment... Parce que la question didactique est importante aussi sur ce plan. Et moi, j'ai toujours soutenu que les questionnements didactiques sont souvent aussi des questionnements théoriques fondamentaux. Et comment on peut enseigner tous ces aspects sans considérer que c'est des rubriques complètement différentes? Ça peut nous donner aussi des éléments théoriques importants sur la manière de faire interagir les différents composants du langage. Voilà. Voilà, encore un grand chantier pour l'avenir. C'est bien, hein? Voilà, d'avoir des idées. Alors, tu évoquais donc la nécessité de donc revoir un petit peu les modèles d'analyse textuelle. Hein. Et donc, je vais en profiter pour enchaîner ma prochaine question. Nous savons que l'ISD se propose d'étudier le rôle du langage dans le développement de la personne. Et nous savons, bien sûr, tu l'as évoqué tout à l'heure, que les langages se modifient constamment. Les dernières décennies, il s'est encore complexifié en raison des nouvelles formes de communication et des technologies. À ton avis, comment l'ISD peut contribuer à la compréhension de ces changements et à leur étude? Oui. C'est une question à la fois d'actualité, mais complexe. La première chose à dire, c'est que, effectivement, dans la situation qu'on vit, y compris maintenant, mais je veux dire, pour les gens qui enseignent, qui ont des sortes de cours différents, etc., il y a bien des formes d'interaction qui sont modifiées plus ou moins profondément. Ce qui reste, et ce sera vrai pour toutes les questions liées à la situation contemporaine, il faut dire aussi qu'on a besoin d'un peu de recul pour se prononcer, parce qu'il y a des choses qui changent aujourd'hui, mais est-ce qu'elles vont se changer de manière permanente ou qu'elles sont locales, momentanées? C'est une question à laquelle, modestement, on doit dire qu'on n'a pas de véritable réponse. Cela dit, ce que l'ISD peut apporter, c'est un moyen d'analyser et de conceptualiser les nouvelles formes d'interaction. Dans activité langagère, texte et discours, notamment, il y a toute une partie sur les situations de communication, sur les situations de production, où on essaie de mettre en évidence, mais c'est à retravailler encore, les sortes d'activités humaines en jeu. Par exemple, beaucoup de gens qui nous écoutent sont dans des situations où ils doivent enseigner des séminaires, des cours qui étaient avant en présentiel, etc., pour des finalités différentes. Il y a des examens qui sont en train de se dérouler en ce moment à Genève dans des conditions nouvelles. Donc, il y a des activités
externes qui mobilisent le langage, pour lesquels il y a une conceptualisation. Et puis, il y a la situation de production, avec les concepts physiques. Nous distinguons les éléments physiques et les éléments sociologiques, des rapports de position, etc. Et quelque part, moi je suis convaincu que ce dispositif à trois pôles, dans quelle activité sommes-nous? Quelle est la situation physique d'interaction? Quelle est la situation sociale d'interaction? Peut être, et je n'exclurai pas qu'on le fasse même maintenant, une ressource conceptuelle pour analyser les nouvelles situations qui sont là. Mais ce qui serait intéressant aussi, même si, bon, je ne sais pas si ça peut paraître totalement adéquat par rapport à la situation dans laquelle on se trouve, c'est de recueillir et d'analyser des corpus de production dans ces interactions pour voir quand même jusqu'à quel point le langage et les productions verbales se sont modifiées. Et là, c'est une question empirique, simplement il faut voir, mais je n'exclurai pas que ce à quoi on assiste, c'est une redistribution de sortes de choses qui sont dites, mais avec des taux différents. Je pense que quand on discute, qu'on est en présentiel, il y a des éléments du langage qui sont mobilisés, ils ne disparaissent pas dans des situations interactives comme celles qu'on vit, mais ils sont peut-être minorisés par rapport à d'autres. Et donc, plus que de dire c'est la langue qui change, je dirais, c'est vraisemblablement la distribution relative des unités mobilisées par la langue qui se déplace. Mais encore une fois, il faut analyser concrètement, empiriquement les choses pour pouvoir y répondre sérieusement. C'est un point de vue intéressant. Et pour rester dans l'actualité, on pourrait peut-être maintenant aborder donc la question là, de la pandémie. Tu as déjà commencé à le faire. C'est vrai que depuis l'année dernière, on a vu un grand changement dans les modes d'interaction entre les personnes. On a dû recourir aux technologies plus que jamais pour réaliser des tâches qui étaient réalisées auparavant de manière présentielle. Et donc, la question, comment l'ISD peut nous aider à comprendre et à étudier ces nouveaux modes d'interaction? Oui. Question difficile vis-à-vis de laquelle il faut rester modeste, n'est-ce pas? Mais je vais répéter chaque fois qu'on sera sur cette question de la situation actuelle, il nous faut un peu de recul pour voir ce qui se passera quand la pandémie cessera. J'ose espérer qu'elle cessera pas trop tard et qu'on verra après coup ce qui a été temporaire et ce qui risque de perdurer. Mais il y a des choses qui se perpétueront sans doute de mode d'interaction. Alors, ce qui me paraît évident, c'est que le caractère contraint de cette situation. Alors, il y a des gens comme nous qui pouvons interagir et dans la situation où on est, ça ne pose pas de problème. On voit bien par rapport aux étudiants qui suivent des cours à 300 personnes ou qui n'ont pas forcément les ressources nécessaires, etc., il y a quelque chose qui est de la difficulté, de la souffrance qui est produite chez les interactants. Et à l'Université de Genève aujourd'hui, il y a dans la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation un service qui est en train d'étudier, d'analyser ces désagréments, ces souffrances, ces difficultés causées notamment aux étudiants. Et l'ISD peut apporter des éléments d'analyse dans cette situation, mais qui sont quand même, les éléments d'aide sont manifestement pour l'essentiel issus de la psychologie affective et de la psychologie cognitive, parce qu'il y a des problèmes cognitifs. Nous, on peut analyser les situations, mais l'intervention sur les personnes concernées est plus du ressort d'une psychologie, encore une fois, et vraisemblablement d'une psychologie affective. Il y a du travail qui se fait, mais qui n'est pas du ressort spécifique de l'ISD, je dirais. Voilà. Voilà.
Donc, tu parlais donc de la question de l'éducation à l'Université de Genève, ce service qui est en train donc d'étudier donc les conséquences. Nous savons que les recherches sur les technologies étaient déjà assez approfondies avant la pandémie. C'est vrai que les chercheurs se penchent depuis longtemps sur les interactions synchrones et asynchrones pour l'apprentissage. Moi, je dirais même qu'avant 2020, il y avait presque plus d'intérêt pour les modalités asynchrones. Donc, il y avait beaucoup d'études, beaucoup de recherches qui avaient été faites. C'est vrai qu'il n'y avait pas tellement non plus de plateformes de vidéoconférences qui étaient utilisées. C'est peut-être pour ça. Pendant la pandémie, on a vu que les enseignants ont plus souvent ou très souvent eu recours à des plateformes de vidéoconférences qui permettaient des interactions synchrones, donc même à distance, plutôt que de faire de l'asynchrone. Je sais, bon, j'ai bien compris qu'il faut vraiment du recul. On est en train de vivre encore cette situation-là. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une manière de mieux comprendre là ces changements qui se font, hein, et est-ce que l'ISD pourrait contribuer à cette étude? Oui. Donc là, c'est une chose à laquelle on est sensible parce que il y a donc tout près de moi des enseignants qui sont confrontés à cette situation. Alors, effectivement, sur des modes d'enseignement antérieurs, il y avait quand même énormément de formation en présentiel, physiquement, dans des salles de cours, etc. Et il y avait, adjoint à cela, un certain nombre de ce que tu appelles des interactions asynchrones d'apprentissage, des choses enregistrées, etc. Et les deux choses faisaient une sorte d'équilibre entre le contact présentiel et la mise à disposition avec deux sortes d'utilisations différentes. Le contact sur place qui permet que certains étudiants aiment bien avec les professeurs, etc., de compréhension immédiate, et puis la possibilité de disposer de ressources construites de manière asynchrone. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la forme de contact présentiel n'est plus possible et que donc il y a ce mouvement que tu décris de reconstruction de relations synchrones par les moyens informatiques. Et c'est évident parce que ce que l'ISD peut apporter comme analyse sur cette question-là, c'est bien ce que j'évoquais tout à l'heure, dans les relations d'interaction verbale, il y a la clarté sur la situation dans laquelle on est, il y a les contacts physiques et sociaux qui sont là, qui sont nécessaires, et quelque part ce qui se passe, c'est une tentative de reconstruire au moins une partie de ces choses-là dans des relations synchrones. Qu'est-ce que ça va donner une fois que la pandémie sera terminée? Je dois avouer humblement que je n'en sais rien. Ce qu'on peut constater quand même, c'est au travers de ça l'importance dans les formations du contact présentiel, de l'enseignement présentiel. Et je pense que dans les choses que je connais de ce qui se fait maintenant, il y a d'une part donc un cours qui est donné en synchrone, mais il y a aussi ce qu'on peut trouver ici quand on a une interaction, la possibilité pour les étudiants d'entrer en contact par écrit avec un assistant pour poser les questions, etc. Donc, Ekaterina a mis en place ce système où il y a le cours qui est donné en synchrone et en même temps, il y a la possibilité pour les étudiants parallèlement de poser des questions, etc. Et dans tout ça, c'est un peu un paradoxe de la situation. Bien sûr, les moyens techniques permettent de développer toute une série de choses, mais la situation fait apparaître aussi le regret des étudiants de l'absence de contact qui soit naturellement, comment dire, interactif. Alors là aussi,
à voir ce que ça donne, mais ça peut être aussi un objet d'étude pour voir quel effet ça a sur la problématique de l'apprentissage et du développement. Oui, tout à fait. Et on est dans une situation aujourd'hui, je vois bien que l'urgence, immédiatement, c'est pas de faire de la recherche, c'est d'aider les étudiants dans la situation où ils se trouvent. Donc voilà, c'est ce qui rend un peu difficile une réponse scientifique à ces questions. Oui, tout à fait. L'avantage, c'est que c'est peut-être plus facile d'avoir du corpus pour étudier après, Oui. avec la facilité des enregistrements. Alors, en prenant en compte tout ce que tu viens de dire et toujours avec l'idée du recul nécessaire, est-ce que tu vois des grands changements dans l'éducation et dans les interactions en général en fonction de tout ce qu'on a vécu là, pendant la pandémie? Là, je vais un petit peu répéter ce que je viens de dire au sens où, quelque part, mais encore une fois, pour l'instant, ce qui apparaît, c'est qu'il ne faut pas trop changer les modalités, que le rythme auquel on pourrait modifier les formes d'enseignement avec les moyens, notamment informatiques dont on dispose maintenant, doit être progressif et pas trop brutal, parce que ce que la situation actuelle a causé, c'est un changement brutal obligé. Et ce qui émerge, fondamentalement, c'est le regret de situations antérieures. Donc, c'est peut-être une des leçons paradoxales que de l'importance de l'interaction physique dans les situations formatives. Par ailleurs, bon, il y a aussi, là, je vois ça parce que, donc, comme j'ai un garçon de 10 ans qui va à l'école primaire à Genève, il y a des adaptations qui se font sur les modalités d'enseignement, parce qu'il y a moins de ceci, moins de ça, il n'y a plus telle activité, etc. Et là, il y a, comme dans toute situation de ce type, sans préjuger de ce que ça va donner, les enseignants sont obligés sont contraints ou sont conduits, plus exactement, à innover. Et les situations de ce type-là, en absolu, sont toujours des situations qui suscitent de la part de certains de l'innovation, de la création de matériel un peu différent, etc. Mais encore une fois, voilà, on est trop dedans dans la situation pour pouvoir dire quelles sont les choses qui vont rester, qui seront. Il y aura des apports positifs, y compris sur le plan éducatif, lesquels un peu pour en parler. Oui, tout à fait. Alors, et peut-être donc pour finir, on pourrait revenir donc à la question de l'ISD et pour te demander peut-être à ton avis, quelle est la plus grande contribution de l'ISD pour les études du langage et de l'éducation? Bon, si je devais le dire en une manière un peu lapidaire, la plus grande contribution de l'ISD, c'est de prendre au sérieux la problématique des interactions. Que cette interaction ne soit pas seulement dans son titre, interactionnisme sociodiscursif, mais que l'ensemble des problèmes auxquels on est confronté soit saisi en tant non pas que chose statique, mais en tant que chose dynamique, en tant que chose créative, etc. Et ce n'est pas seulement, je veux dire, une position de type moraliste, etc. C'est de dire les processus, le fonctionnement humain, le développement humain, le langage, le développement du langage, ce sont des processus actifs en permanence. Et le travail fait sur Saussure, par exemple, qui n'a pas réussi à écrire un vrai livre parce qu'il était tout le temps à la recherche de la manière, comment il pouvait conceptualiser cette dimension. C'est pour ça que j'insiste souvent sur cette parenté qui peut paraître étrange avec Saussure, etc., et de dire on doit continuer à inlassablement exploiter ces phénomènes en tant que phénomènes qui sont des phénomènes
actif, etc. Et ces interactions, on peut les voir entre la psychologie et la linguistique, entre les rubriques du langage, je l'ai dit tout à l'heure, et fondamentalement, même si on dit ça depuis, avec mes collègues genevois depuis bientôt 50 ans, l'interaction fondamentale entre le didactique et le théorique. Et cette idée, avec Bernard Chenevelu, on avait écrit un article en disant la didactique emprunte à la théorie, mais comme un emprunt bancaire, elle rend des intérêts et elle rapporte quelque chose à... Et cette idée-là, elle est finalement peu soutenue. Et je pense que c'est une des caractéristiques de l'ISD sur lesquelles il faut continuer à prendre au sérieux les problématiques d'enseignement, voir ce qu'elles nous disent. Et si certaines choses théoriques ne s'enseignent absolument pas, ou c'est impossible de les enseigner, c'est qu'il y a peut-être un problème. Donc, l'interaction aussi dans ce sens-là. Voilà, très bien. Jean-Paul, merci beaucoup pour, j'allais dire pour cet entretien, mais c'est plutôt pour ce dialogue. Donc, oui. Je pense que c'était un moment très intéressant de dialogue et très enrichissant pour tout le monde qui va donc pouvoir voir cet entretien plus tard. Merci. Et profiter de toutes les réflexions là, qui font penser et qui donnent des idées pour le développement de l'ISD dans l'avenir et voilà, et surtout donc, de notre point de vue au Brésil. Merci beaucoup aussi à la Lab qui nous a permis donc d'être là maintenant. Bien, j'aimerais pour ma part te remercier vraiment pour cet entretien et au travers de toi remercier aussi toutes les collègues et tous les collègues brésiliens qui font vivre l'ISD et que bon, je les salue toutes et tous très chaleureusement. Et merci encore.